Le 25 septembre 1999, Nathalie et Matthew Mirabal passèrent une agréable soirée avec leur famille et amis. Vers 20 h, ils prirent la route pour rentrer à leur maison de Longmont, en banlieue de Boulder, au Colorado. Ils croyaient que la soirée était terminée, mais leurs ennuis ne faisaient que commencer. Au cours de la nuit, Matthew Mirabal appela la police pour signaler la disparition de sa femme. Nathalie était partie faire quelques courses au supermarché 3 heures plus tôt, déclara-t-il, mais elle n'était jamais rentrée. Comme Matthew ne pouvait laisser leur enfant seul et que Nathalie était partie avec leur voiture, il avait demandé à des amis d'aller la chercher. Ceux-ci avaient trouvé la voiture, mais aucune trace de Nathalie. De fait, celle-ci n'avait même pas franchi le pas de la porte du commerce. Même si la disparition ne remontait qu'à 3 heures, les autorités trouvèrent la situation suspecte. Un agent de police fut dépêché sur les lieux. Il rencontra les amis des Mirabal dans le stationnement. Il jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur de la voiture et dans le coffre arrière, mais ne vit rien de particulier. Il y avait toutefois de longues éraflures qui semblaient toutes récentes sur le côté de la voiture. On ne trouva aucun indice sur l'endroit où pouvait se trouver Nathalie. La police fit remorquer le véhicule à la fourrière pour l'examiner de plus près. L'expert Steve Slawson du service de police de Longmont et le détective Steve Ainsworth du bureau du shérif de Boulder County s'entretinrent avec Matthew Mirabal, venu au poste de police pour faire sa déposition sur la disparition de sa femme. Il déclara que Nathalie et son frère, leur bébé et lui-même étaient rentrés à l'appartement vers 23 h 30. Nathalie s'était alors souvenue qu'elle devait acheter des couches et elle était partie au supermarché. Son frère était déjà au lit à son départ. Quant à Matthew, il s'était endormi en attendant le retour de sa femme. Il s'était réveillé 3 heures plus tard pour constater son absence. Plus les policiers l'entendaient parler, et plus ils étaient inquiets. Nathalie était membre d'un groupe religieux. Elle avait un bébé et son jeune frère vivait avec eux. Rien n'indiquait qu'elle avait quitté son foyer pour toujours. On devait traiter cette affaire comme s'il s'agissait d'un enlèvement. J'ai envoyé des patrouilleurs ratisser le quartier et leur ai demandé d'être à l'affût de tout ce qui semblerait anormal. La rivière St. Vrain traverse la ville. J'ai donc dépêché des escouades canines pour qu'elles ratissent les rives. On menait cette enquête comme s'il s'agissait déjà d'un cas de disparition. Ce n'était pas la première jeune femme à disparaître du stationnement d'un supermarché. Au cours des mois précédents, de nombreuses femmes du secteur avaient été abordées ou enlevées et violées alors qu'elles retournaient à leur voiture. Aucun de ces crimes n'avait été résolu. L'ex-procureur Tripp DeMute était à la recherche d'un lien entre ces cas. À plusieurs reprises, on avait reçu des plaintes relatives à des hommes suspects qui rôdaient dans les stationnements de supermarchés. On avait tenté de trouver des suspects dans chacun de ces cas et de suivre toutes les pistes possibles. On se disait qu'on allait éventuellement trouver les coupables. Le matin suivant la disparition de Nathalie, ses amis s'empressèrent de placarder sa photo partout à Longmont. Ils espéraient que quelqu'un l'aurait vue. Ils ne s'étaient pas trompés. À 20 km de là, un couple avait fait une découverte bouleversante lors d'une randonnée. Au début, ils n'en crurent pas leurs yeux. La victime, une femme, était non seulement morte, mais on l'avait décapitée. Le détective Steve Ainsworth se rendit sur la scène du crime. Il se joignit aux autres enquêteurs qui avaient déjà érigé des barrages policiers tout autour du secteur. Les autorités se partagèrent les tâches pour recueillir le plus d'informations possible. D'abord, ils devaient identifier la victime. Ça ressemblait à cette femme disparue de Longmont. Les vêtements étaient les mêmes. La description physique correspondait à la victime. Elle avait la même apparence. De plus, il y avait une marque sur sa cheville en forme de Z, marque dont nous avait parlé son mari. La tête se trouvait à quelques mètres du corps. Les traces de sang sous le corps de la victime indiquaient qu'on l'avait décapitée après sa mort. Les enquêteurs croyaient qu'elle avait été tuée ailleurs et que son corps avait ensuite été abandonné là. Elle semblait avoir été décapitée là où on l'avait trouvée, ou du moins non loin de là. C'était un crime d'une violence extrême. Tout ce qui se trouvait dans le secteur fut photographié avant d'être recueilli. Mais malgré tous les efforts des policiers, c'était encore trop peu. Il n'y avait pas beaucoup d'indices. On a trouvé le corps et une importante quantité de sang, mais pas de traces de lutte, par exemple. L'enquête n'en était qu'à ses tout débuts et il ne fallait rien négliger. Même une planche brisée de séquoia pouvait s'avérer être un indice, comme nous le raconte le détective Tony Matthews de Boulder County. Le morceau de bois était tout propre. Il n'avait pas été exposé aux éléments. Il semblait avoir été brisé depuis peu. Il n'y avait pas de saleté dessus ni de poussière.
À ce moment-là, on ignorait s'il avait la moindre valeur, mais comme il ne semblait pas à sa place et qu'il était près du corps, on l'a recueilli. Une fois seulement qu'on eut recueilli tous les indices potentiels et noté leur emplacement, on envoya le corps de la victime au laboratoire pour autopsie. Près de la scène, là où l'on pouvait manœuvrer les véhicules, les experts judiciaires firent des moulages de plusieurs traces de pneus dans la terre. On espérait qu'ils seraient utiles plus tard. Pendant l'examen de la scène du crime, une femme trouva un sac à main sur une route des environs. À l'intérieur se trouvaient les cartes d'identité de Nathalie Mirabal, son porte-monnaie et de l'argent liquide. Ainsi, elle n'avait pas été tuée pour son argent. Les enquêteurs formèrent une escouade pour suivre toutes les pistes. Ils craignaient que Nathalie Mirabal n'ait été la dernière victime d'un tueur en série. On avait trouvé des itinérants décapités dans le centre-ville de Denver, à seulement 30 minutes de Longmont. Les cas de décapitation sont très rares. J'ai donc parlé de ces cas de décapitation à Denver, semblables aux nôtres, à Steve Ainsworth, pour qu'il mène son enquête à ce sujet. Le détective Ainsworth se rendit à Denver à la recherche de points communs entre le meurtre de Nathalie Mirabal et ses autres homicides sordides. J'ai interrogé le lieutenant de la section des crimes contre la personne au service de police de Denver. On a examiné mes dossiers qu'on a ensuite comparés aux siens, mais on n'a trouvé aucune ressemblance. Cela signifiait qu'on n'avait aucune nouvelle piste. Les seuls faits dont on pouvait être sûr étaient ceux qui provenaient de la victime elle-même. Lors de l'autopsie, on découvrit que, contrairement aux autres victimes, elle avait reçu des coups à la tête et avait été étranglée avant d'être décapitée. De plus, Nathalie n'avait pas été violée, ce qui était le cas des autres victimes. Au Colorado, les empreintes digitales de tous les automobilistes sont fichées. Les enquêteurs purent dès lors formellement déclarer que la victime était bien Nathalie Mirabal. Après l'identification, on transmit l'information aux membres de sa famille. Quand j'ai rencontré la mère de Nathalie la première fois ce soir-là, j'ai dû lui annoncer qu'on avait retrouvé son corps. On ne lui a pas donné davantage d'informations, mais visiblement, elle a accusé le coup. Les enquêteurs devaient maintenant déterminer s'il s'agissait d'une victime choisie au hasard ou si elle avait été tuée par quelqu'un qui la connaissait. Par les interrogatoires des membres de sa famille, la police apprit que Nathalie était heureuse et n'avait aucun ennemi. Sa mère, Anselma Vasquez, nous parle d'elle. C'était un rayon de soleil pour nous tous. On pouvait s'ennuyer dans une pièce sombre, lugubre, mais arrivait Nathalie et la journée devenait heureuse et ensoleillée. Elle apportait la joie à tous ceux qu'elle côtoyait. Pour le détective Ainsworth, l'affaire prit alors une tournure personnelle. Avant de partir ce soir-là, j'ai dit à sa mère, « Anselma, je vous promets de découvrir qui a fait ça à Nathalie. » Pour la mère de la victime et au nom de la justice, les enquêteurs feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour trouver le meurtrier. Les enquêteurs devaient envisager deux scénarios différents. Soit elle avait été choisie au hasard par le tueur, soit elle était la victime de quelqu'un qui la connaissait. Comme la deuxième hypothèse est la plus fréquente, les enquêteurs demandèrent au mari de Nathalie l'autorisation de fouiller leur appartement afin de s'assurer qu'il n'y avait rien qui soit lié à ce crime. Selon l'ex-procureur Tripp DeMute, on commence toujours par soupçonner d'abord les époux et les membres de la famille d'une victime et l'on tente de les rayer de la liste des suspects. Une des règles que l'on doit respecter quand on mène des enquêtes criminelles, c'est de commencer par un petit cercle et de l'agrandir peu à peu. Le mari est donc toujours notre premier suspect. Au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs remarquèrent qu'il avait un pansement récent sur le pouce. Matthew déclara qu'il s'était coupé en travaillant comme peintre en bâtiment. Il se montra coopératif avec les policiers, acceptant même de les laisser photographier sa blessure. À ce stade de l'enquête, les experts s'attardaient à tout ce qui pouvait sembler le moindrement anormal. Le détective Ainsworth et son équipe pourraient trier tous ces éléments plus tard et ne garder que ce qui semblait pertinent. Les experts concentrèrent ensuite toute leur attention sur la voiture de Nathalie qu'on avait fait remorquer du stationnement du supermarché. Il y avait des brindilles et des feuilles devant le siège du conducteur. Les techniciens les recueillirent. Coincée entre le siège et la console, pratiquement invisible, se trouvait une paire de gants de travail bruns. Le détective Tony Matthews se demanda à quel genre de travail ces gants avaient servi. Il y avait du sang sur les gants, et en les regardant attentivement, on a aperçu une petite entaille au pouce gauche. Tous ces indices furent envoyés au labo. Les feuilles furent ensuite acheminées à l'Université du Colorado pour être examinées par la botaniste Jane Bach. Peu importe où se trouve une voiture, elle contiendra presque toujours des fragments de feuilles, des brindilles et des semences.
Lors de l'examen de ces fragments de plantes, il nous est apparu évident que la voiture était allée là-haut, dans l'un des canyons près de Boulder. Je ne pouvais pas dire lequel exactement. Mais les végétaux que j'avais trouvés n'étaient pas caractéristiques de ce qui pousse sur les terrains des maisons dans les plaines. Ainsi, l'analyse de Bock lui avait permis de conclure que la voiture de Nathalie s'était trouvée dans un des canyons des environs. L'agent Scott Pratt, du bureau d'enquête du Colorado, tenta de réduire le champ de recherche en examinant les moulages des traces de pneus qu'on avait envoyés au labo. Il compara les marques laissées par les pneus non loin de la scène du crime aux pneus de la voiture de Nathalie. Il produisit un acétate des marques de pneus des moulages. Il superposa ensuite l'acétate aux pneus auxquels il voulait les comparer. C'est ainsi qu'il déterminerait si le modèle, la dimension et les sculptures des pneus étaient les mêmes. Ces caractéristiques générales servent de point de départ au travail d'identification. Mais les experts doivent également identifier une ou deux caractéristiques individuelles à un pneu. Dans ce cas-ci, Pratt eut beaucoup de chance. J'examinais les marques laissées par 4 pneus différents et j'ai pu conclure mon examen en estimant que ce véhicule-là pouvait avoir produit 3 de ces 4 impressions. Grâce à ses efforts, Pratt put affirmer en toute certitude que la voiture de Nathalie s'était bien trouvée dans le canyon où l'on avait retrouvé son corps, puis inexplicablement dans le stationnement du supermarché. Si je n'avais identifié qu'un seul pneu, mes conclusions auraient été beaucoup moins formelles. Mais quand on constate qu'on a sous les yeux les traces individuelles de 3 pneus différents, nos résultats sont beaucoup plus convaincants. Le détective Matthews et ses collègues devaient maintenant découvrir comment la voiture de Nathalie s'était ensuite retrouvée dans le stationnement. De son côté, Ainsworth obtint la permission de fouiller la maison de Matthew Mirabal. On n'y trouva rien de bizarre ni de suspect, jusqu'à ce qu'on découvre une police d'assurance vie récente. Selon cette police, Matthew Mirabal devait toucher $250 000 à la mort de sa femme. Ainsworth découvrit alors autre chose. Matthew avait acheté cette police en secret. Il l'avait payé à l'aide d'un mandat. Pourtant, il lui arrivait fréquemment d'émettre des chèques au montant ridicule de 2,79 $ ou 1,50 $. Il émettait des chèques pour tout et pour rien. Pourquoi donc s'était-il donné cette peine pour régler cette police d'assurance vie plutôt que d'émettre un chèque? Pour éviter que sa femme ne le voie, peut-être. L'assurance fournissait un mobile au crime. Elle poussa les enquêteurs à concentrer encore davantage leur attention sur Matthew Mirabal. Il avait d'abord demandé une assurance d'1 million de dollars en disant au courtier que s'il arrivait quoi que ce soit à sa femme, il voulait rester à la maison pour s'occuper de leur enfant. C'était plutôt inhabituel comme remarque. De plus, le montant était étonnant puisque cette femme n'avait aucun revenu. Lui non plus ne gagnait pas de telles sommes. Lorsque le courtier lui a suggéré une police de 250 000 $, il a immédiatement accepté sans discuter. C'était louche, ça aussi. Le détective Ainsworth se rendit ensuite à l'entreprise de peintre en bâtiment où le suspect travaillait pour lui poser quelques questions. Mais Mirabal et ses collègues étaient partis travailler à l'extérieur. Ainsworth en profita pour jeter un coup d'œil alentour. Il prit soin de limiter ses recherches aux endroits publics et n'entra pas dans l'immeuble. Comme il ne savait pas quoi chercher, il regarda dans les poubelles. Il y remarqua un sac d'épicerie en plastique. Je l'ai sorti de la poubelle et j'ai regardé à l'intérieur pour y trouver l'emballage d'une torche électrique. Il n'y avait aucune torche électrique ni pile dans le sac. J'y ai également trouvé l'étiquette cartonnée de gants de travail en coton. Pourquoi les ai-je pris? Je l'ignore encore. Je ne sais pas si c'est parce que cela ne ressemblait pas aux autres déchets, mais je suis parti avec ce sac. Les éléments furent envoyés au laboratoire. Les techniciens trouvèrent une empreinte digitale sur le sac. Malheureusement, la police ne disposait pas des empreintes de Matthew Mirabal dans ses dossiers pour effectuer des comparaisons. On devrait recueillir d'autres indices. On confisqua la camionnette du suspect. Le détective Tony Matthews y trouva un indice significatif, un indice qui pourrait constituer un lien solide entre Mirabal et la scène du crime. Dans la partie arrière de sa camionnette, on a trouvé un morceau de séquoia. Il ressemblait à un autre morceau trouvé sur la scène du crime. Je me suis alors demandé s'il pouvait s'abouter au morceau qu'on avait trouvé.
On recueillit le morceau de bois parmi d'autres effets qu'on identifia. Bien que ce morceau de séquoia fût semblable à celui trouvé sur la scène du crime, les deux sections ne s'aboutaient pas. Cela permettait de croire qu'un troisième morceau n'attendait qu'à être découvert quelque part. On devait également faire la lumière sur d'autres indices. Après avoir vu l'emballage de la torche électrique, un des détectives s'était rappelé avoir vu une torche au cours des fouilles de la maison de Mirabal. Une équipe retourna chez le suspect pour y prendre la torche électrique. Après avoir trouvé des traces de sang humain dessus, on procéda à des analyses génétiques. D'autres experts ratissaient toujours la scène du crime en agrandissant chaque fois un peu plus la zone de recherche. Ils espéraient trouver le couteau qui avait servi à décapiter la victime. Ils eurent un coup de chance. Ils trouvèrent un autre morceau de séquoia. C'était un morceau d'environ 20 cm de long. En l'examinant, j'ai vu un nœud au bout de ce morceau. Je savais déjà qu'il s'abouterait parfaitement à l'autre bout. Les 3 segments, dont 2 provenaient de la scène du crime et le dernier de la camionnette de Mirabal, furent envoyés au laboratoire judiciaire pour y être analysés. L'enquête commençait maintenant à prendre forme. On pouvait mettre les 3 morceaux de bois bout à bout, comme les morceaux d'un puzzle. Même si les enquêteurs ne pouvaient pas faire reposer toute l'enquête sur cette planche de bois, cette nouvelle preuve montrait que Matthew Mirabal était mêlé au meurtre de sa femme, Nathalie. Joe Clayton, du bureau d'enquête du Colorado, examina les gants trouvés dans la voiture de Nathalie. Clayton est sérologiste, ce qui signifie qu'il est un expert dans l'étude du sang et autres fluides corporels. Par des analyses, il constata qu'il y avait des taches de sang humain, et ce n'était pas tout. Il y avait une entaille le long de la couture près du pouce. En examinant l'envers du gant, j'ai remarqué qu'il y avait du sang à l'intérieur. Le sang n'avait pas traversé le tissu. Ce n'était qu'une petite tache. J'ai donc non seulement recueilli un échantillon du sang à l'extérieur de ce gant, mais également à l'intérieur. On obtint le code génétique des 2 échantillons de sang. Celui de l'extérieur avait le même code d'ADN que Nathalie Mirabal, ce qui n'était pas le cas du sang à l'intérieur du gant. Les enquêteurs en conclurent que c'était celui du meurtrier. Ils se rappelaient avoir remarqué une coupure à ce même doigt sur la main de Mirabal. Ils en déduirent que ce gant pouvait leur fournir la preuve qu'ils espéraient pour résoudre l'affaire. Matthew Mirabal fut conduit au poste pour des analyses génétiques et pour fournir ses empreintes digitales. On obtint alors des résultats concluants du labo. Le sang à l'intérieur du gant était celui de Matthew Mirabal. De plus, on avait trouvé son ADN et celui de Nathalie sur la torche électrique. Les empreintes digitales prélevées sur le sac de plastique trouvé au lieu de travail de Mirabal étaient les siennes. Le détective Ainsworth en déduit qu'il avait acheté la torche électrique et les gants avec l'intention de s'en servir lors du meurtre de sa femme. Cela démontrait qu'il ne s'agissait pas d'un crime passionnel dû à la colère, ni qu'il l'avait tué parce qu'il était aveuglé par la rage. Cela indiquait plutôt qu'il avait planifié ce meurtre quelques jours auparavant. Les enquêteurs croient que peu de temps après être revenus à la maison après la foire où ils étaient allés, Matthew et Nathalie Mirabal sont sortis faire des courses avec leur bébé. Matthew est alors parvenu à entraîner Nathalie dans un endroit isolé où il l'a tuée en la frappant avec une planche de séquoia. Il espérait ainsi toucher l'argent de sa police d'assurance vie. Après avoir décapité sa femme et abandonné son corps dans le canyon, il est retourné au supermarché où il a laissé sa voiture et il est revenu chez lui à pied avec son bébé. En la décapitant, Mirabal espérait mettre la police sur une fausse piste en faisant croire que le meurtre de Nathalie était relié à d'autres cas de décapitation dans le secteur. Il s'était trompé.
Pour son crime, Matthew Mirabal a été condamné à la réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle.